Pour venir à bout d'un régime perpétuel, féroce et rusé comme l'ogre de 82, il faut aussi chercher à maîtriser ses forces. Ce matin, parlons de la guerre de communication. Une élection, c'est aussi le plein contrôle de l'opinion, la propagande, la contre-propagande et l'information accessible à tous. Cela passe par le contrôle des médiums, le contrôle des médias vecteurs des messages. Ce matin, la question est de savoir si l'opposition camerounaise, qui doit affronter le RDPC, peut le concurrencer sur le terrain médiatique. Le RDPC contrôle déjà les médias gouvernementaux qui ont une portée nationale avec câble ou sans câble, avec décodeur ou sans décodeur. Les médias gouvernementaux sont les plus accessibles, médias privatisés par le RDPC comme ces tam-tams. Les journalistes politiques et économiques de ces tam-tams sont comme des communicants d'office du RDPC, les propagandistes de ce parti. Les journaux entiers sont parfois consacrés exclusivement au RDPC. Le parti a par ailleurs ses journalistes à lui avec un organe de presse, le journal L'Action, qui marche très bien. Avec déjà ses instruments médiatiques, le RDPC peut passer des messages ironiques comme il veut. Il peut facilement amener les masses à détester les opposants en racontant des bobards sur eux à longueur de journée sans retenue dans ses médias. Il peut bien les diaboliser auprès de l'opinion. À travers cette armada médiatique, le RDPC instrumentalise correctement la population, la zombifie correctement, il propage la détestation de l'opposition correctement. En plus, plusieurs médias privés ont pour promoteurs les militants, les grands camarades du RDPC. Prenons le cas des chaînes de télévision et des radios à Yaoundé. Les propriétaires, la plupart sont les militants confirmés du RDPC. En plus, la plupart des directeurs de publication sont des fabrications des barons du RDPC ou des lignes budgétaires opaques comme les lignes 94 et 65. Une bonne partie des journalistes sont des gambistes, des tâcherons, des élites du renouveau ou alors font tout simplement du clientélisme auprès de ces élites. C'est pour cette raison que ces barons maintiennent la presse dans la précarité. Tout le monde est obligé de brader l'éthique et la déontologie pour des besoins de survie. Le RDPC, avec une moyenne d'un voleur au kilomètre carré, ces élites sont les seules à pouvoir offrir des chèques en blanc aux médias et aux journalistes à gage. Maintenant, en face, que propose l'opposition qui est financièrement un peu fauchée? Quelqu'un peut-il nous donner le nom d'une chaîne de télévision appartenant à un militant d'un parti d'opposition? Les élites de l'opposition sont propriétaires de quelle radio au Cameroun? Quel journal de l'opposition paraît normalement au Cameroun? Même sur Internet, quel est le parti de notre opposition qui dispose d'un journal en ligne qui parle de son actualité et de l'actualité nationale? L'opposition ne dispose pas d'outils de communication, d'information, de propagande ou de contre-propagande. Et nous sommes à quelques 5 mois de la convocation du premier corps électoral. Il y a un problème. Sur les réseaux sociaux, espace libre où il n'y a pas de restriction ou de répression du renouveau, est-ce que l'opposition peut se rattraper là-bas? C'est encore complexe. En janvier 2024, sur une population de près de 30 millions d'habitants, seuls 5 millions de personnes étaient connectées sur les réseaux sociaux, soit seulement 17% de la population camerounaise. Parmi ces 17%, combien sont connectés ou abonnés aux pages qui parlent de politique? Que chacun fasse la comptabilité en comptant le nombre de membres de sa propre famille qui s'intéressent à la politique sur les réseaux sociaux. Et même comme ça, le régime contrôle une bonne partie des cybermercenaires ou des cyberharceleurs, avec une mainmise très importante sur les influenceurs et des lanceurs d'alerte. Donc, dans le contrôle de l'opinion sur les réseaux sociaux, le régime de Yaoundé est aussi très présent. Même là où les forces du changement pouvaient aussi contrôler quelque chose, les gens sont inactifs et concentrés sur des faits divers. Par exemple, combien de personnes qui se disent du changement partagent les publications politiques sur leur mur? Les informations sur les dates et les lieux de déplacement de l'ECAM publiées par certains engagés, combien relaient ces informations pour l'âge diffusion sur leur page? Combien sont intéressés par les différentes campagnes d'inscription? N'est-ce pas, ils ont tous les yeux rouges sur la distraction du
du football depuis qu'on a engagé l'intensification de la sensibilisation autour des inscriptions. Combien ont déjà fait référence à cette campagne sur leur page Facebook? Donc, même sur les réseaux sociaux, les forces du changement piétinent. La question fondamentale de ce matin est la suivante. Si les mesures correctives ne sont pas pensées tout de suite et maintenant, comment les forces du changement comptent-elles contre le RDPC dans la bataille de communication, la bataille de contrôle de l'opinion? Une élection, c'est aussi beaucoup de paramètres à considérer que les forces du changement doivent corriger impérativement avant le coup d'envoi de la saison électorale 2025. Agréable week-end à vous tous. La com de l'opposition, c'est une com qui est à tête chercheuse, vous voyez. Par exemple, dans la communauté, il y en a qui trouvent souvent que je ne dois pas partager les activités d'Aristide Mouni. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on est atteint d'un problème psychologique. On ne veut pas que certains gens soient mis à la lumière parce qu'on a peur que leurs compétences peuvent gagner du terrain. Non, la Bible dit qu'on ne peut pas allumer la lumière et la mettre en bas de la table. Si toi-même, qui trouve que je mets mon image à gros plan, communiquer assez bien, c'est que n'est-ce pas, je prends souvent des chroniques, je mets ici pour que les autres puissent juger. Si toi qui critiques mon français, tu critiques mon écriture, si tu fais des éditoriales, si tu fais des contenus, du coup moi-même je vais prendre pour publier. Quand on dit opposition, c'est une autre façon de faire les choses. Il y en a que quand je publie, les gens, la critique, les gens qui nous critiquent, qui critiquent l'opposition, le MLC, ils trouvent que je fais la lumière sur des personnes qui sont en train de critiquer. Or, le plus souvent, si vous constatez, je mets une critique et je mets une réponse. Si toi, tu choisis à commenter sur la critique, est-ce que c'est encore celui qui critique le parti qui est mis en lumière? C'est toi qui le mets en lumière parce qu'il y a aussi une autre faction qui parle en bien du parti que tu aurais resté sur ce que cette autre personne dit. Par exemple, dernièrement, j'ai mis une critique de Dieudonné Essoba sur la tribalisation au sein du MLC. Et à côté de ça, j'ai mis la réponse de Wilfried Ekanga qui disait lui-même, n'étant pas de l'Ouest, il se sent à l'aise dans la politique. Mais quand vous regardez les commentaires, vous voyez que la majorité se sont limités sur la sortie de Dieudonné Essoba. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas fini la vidéo. Deux, parce qu'ils trouvent plus facile. Je ne sais pas. Souvent, c'est notre éducation qui nous pousse à faire des choses comme ça. Nous sommes plus à l'aise à moraliser les autres que à éduquer. C'est-à-dire, on aime montrer aux gens qu'ils ont tort. On aime montrer aux gens qui ne font pas ce qu'ils devaient faire. En quelque sorte, on veut s'ériger en donneur de leçons. L'opposition la pêche par cette attitude de vouloir tout moraliser. Et lorsqu'on se met dans cette voie aussi difficile, au lieu de tout simplement proposer une autre façon de vouloir faire les choses, ça fait en sorte que nous mettons nous-mêmes les bâtons dans nos propres roues. Donc, c'est une interpellation. Si on ne peut pas faire les contenus, on publie, on partage, on commente, mais de façon éducationnelle. Vous savez, je ne peux pas ne pas parler de beaucoup d'aptitudes positives que j'ai aussi constatées dans la communauté. Il y en a beaucoup que si le titre, par exemple, est défectif, ils prennent leur temps pour écrire ce qui devait être. Et le plus souvent, je corrige. Or, au départ, ce n'était pas ça. Ce sont des choses à apprécier. Quand je vois le nombre de partages, je sens également qu'on est dans, on est dans la mouvance de sensibilisation. En fait. Parce que nous devons, à chaque fois que nous posons un acte pour la Renaissance, nous dire, on fait par rapport à qui, par rapport à quoi. Le camp d'en face, Aristide, comme je vous ai dit, ils en ont tous les moyens humains, les moyens financiers, et ils peuvent utiliser tout cela pour atteindre leurs objectifs. Toi, militant de la première heure dans la Renaissance, tu devrais maximiser ton temps sur la toile. Aussi flattant que les contenus de mœurs, de buzz peuvent attirer, tu devrais défreiner pour ne pas rester aussi longtemps.
priorité à l'éducation, priorité à la sensibilisation. Que ceux qui savent écrire, écrivent et nous proposent même inbox. Que ceux qui savent parler, parlent et nous proposent même inbox. Faites quelque chose. Que ceux qui savent partager, partagent. Parce que c'est ensemble que nous allons gagner ce combat. Donc, les discussions autour de qui va devenir populaire, qui ne doit pas devenir populaire, c'est votre choix également d'y rester dans ces coquilles-là. Mais je pense que le combat est ailleurs. C'est que pendant ce temps, le RDPC oblige nos parents dans les fins fonds du village à les écouter et à croire que c'est seulement ce parti qui existe. J'espère qu'on saura quoi faire, comme d'habitude. Et à très bientôt.